Bonjour et bienvenue dans ce bilan culturel du mois de mai 2024 qui risque peut-être d'être un peu longué, donc nous allons commencer sans plus tarder. J'ai commencé le mois de mai en lisant Mathilde danser après tout, qui est une BD de Mathilde Monnier et François Olisleger. En fait, François c'est un BDiste, Mathilde c'est une danseuse et chorégraphe, et il l'a contacté un jour, enfin ils se sont rencontrés, il l'a contacté en disant est-ce que tu peux m'apprendre à danser, et il a raconté dans la BD un peu leur histoire, leur rencontre, etc. J'ai pas trouvé en soi que c'était une BD exceptionnelle, mais par contre j'ai beaucoup aimé les planches où il dessine le mouvement dansé. En fait c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans la BD, parce qu'en soi sinon l'histoire, ce que ça nous dit... pourquoi pas, ça permet de découvrir une chorégraphe et surtout un lieu, puisqu'elle était directrice du CCN d'Orléans, je crois. Peut-être que je me trompe. Et c'est cool de voir aussi en dessin un lieu dédié à la création chorégraphique et tout, donc ça c'était chouette, mais j'ai vraiment surtout aimé les planches où il découpe, décompose tout le mouvement dansé. Enfin voilà, c'est toujours intéressant je trouve de voir comment est-ce que le mouvement est capturé dans des images fixes, donc comme le dessin. Donc là-dessus c'était assez cool, mais sinon c'est pas non plus la BD de l'année. Ensuite j'ai vu Challengers, que j'ai toujours à l'esprit à peu près 3 fois par jour depuis que je l'ai vu il y a un mois, mais j'ai fait une vidéo dédiée à Challengers, donc je ne vais pas en reparler ici. J'ai vu Voleuse de Mélanie Laurent, qui est un film Netflix. J'étais pas du tout convaincue du scénario, de ce que ça allait nous raconter, mais c'est un film avec Adèle Exarchopoulos et Manon Brèche, qui sont deux actrices que j'adore, donc à cet endroit j'ai pas du tout été déçue. Et bizarrement j'ai trouvé que ça tenait la route. Enfin, franchement, je m'attendais tellement à ce que ce soit Cata, un film d'action français Netflix. Je m'attendais vraiment à une catastrophe. Et franchement, je trouve que ça tient la route. C'est pas le film de l'année, encore une fois. Je sais pas si je m'en rappellerai dans un an. Mais franchement, je m'attendais à pire. La fin, elle m'a un peu saoulée. Parce qu'une fin. Enfin, je veux dire, c'était bien d'avoir une fin qui finit mal, qui est réaliste, même si rien n'est réaliste dans ce principe de gangsta. Bref, ça m'a un peu saoulée. Mais globalement, je trouve que bizarrement, le film tient la route. Ensuite, j'ai vu les deux petits films Printemps et Automne de Pomme qu'elle a fait en lien avec son album Saison. Euh, je crois que Pomme, je l'aime bien dans un univers un peu spooky, donc j'ai bien aimé celui Automne. J'ai été beaucoup moins convaincue par Printemps. Dans l'ensemble, j'avoue que je m'attendais, je sais pas, en termes de créativité, de force, de propos artistiques et tout, je m'attendais à un peu mieux, mais je crois que j'ai déjà été un peu déçue par les albums en eux-mêmes d'un point de vue musical. Enfin, ils sont incroyables justement en termes de création musicale et d'instru et tout, mais je sais pas, c'est pas un album, enfin, du coup, je sais pas si c'est un, deux ou quatre albums, mais bref, c'est pas un album qui m'a transcendée dans son travail, et de la même façon, j'ai pas été transcendée par les deux films que j'ai vus. Ensuite, j'ai écouté Radical Optimism, le nouvel album de Dua Lipa. Aucun intérêt. J'exagère un peu, mais franchement, l'album il fait 36 minutes. Je trouve que c'est un peu abusé, c'est extrêmement court. Ça casse pas trois pattes à un canard, il n'y a aucune chanson qui m'a transcendée. C'est cool, c'est bonne ambiance, mais en fait, tu peux même pas vraiment en faire un album de fond parce que 36 minutes c'est tellement court que tu fais rien en 36 minutes. Donc tu peux même pas te dire, ah, c'est un album que j'écoute quand je fais ci ou ça. Parce que vraiment, j'ai trouvé ça très court. Ouais, c'est pas foulé, la dame. Mais après, c'est bonne ambiance et tout, mais je me suis. Enfin, je sais pas si je l'écouterais régulièrement, quoi. Alors que ces deux albums précédents, je les aime beaucoup. Ensuite, je suis allée à Amsterdam où j'ai fait pas mal d'expos. Mais je pense, enfin j'aimerais bien faire une vidéo dédiée à Amsterdam, donc je ne vais pas en parler ici. J'ai passé quelques jours à Paris au mois de mai. J'ai vu les deux expositions du musée d'art moderne de la ville de Paris, Présence arabe, art moderne et décolonisation, Paris 1908-1988. J'ai trouvé ça assez chouette en fait. D'abord du point de vue du propos scientifique entre guillemets de l'exposition, je peux pas me positionner, c'est pas un sujet que je maîtrise, donc je ne sais pas ce que nous dit l'exposition d'un point de vue scientifique, politique, historique. Je ne peux pas me positionner dessus. En revanche, ce que je sais, c'est que j'aime beaucoup l'art moderne et que ça m'a fait beaucoup de bien de voir de l'art moderne fait par des gens issus des mondes arabes.
c'est-à-dire que c'est pas des noms qu'on a l'habitude de voir dans les musées. Et ça, c'est ce que le MAM dit quand ils font. En gros, un peu le préambule de l'expo, c'est de dire bah voilà, en fait, l'art moderne a été aussi énormément nourri de tous les artistes issus de l'immigration ou de passage à Paris qui ont créé aussi, dont on a pléthore d'œuvres dans nos réserves, mais qu'on n'expose jamais. C'est le MAM, mais aussi toutes les grandes institutions européennes, muséales. Et l'idée, c'était vraiment de mettre en lumière ces artistes-là et l'importance qu'ils et elles ont eu dans l'art moderne. Ce que je trouve chouette, c'est que, alors, beaucoup, on s'entend, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, entre guillemets, de femmes. C'est-à-dire que, proportionnellement à ce qu'on voit d'habitude dans les musées d'art moderne d'œuvres faites par les femmes, là, dans cette exposition, j'ai trouvé qu'il y avait un équilibre quand même un peu plus juste que ce que ça peut être le cas par ailleurs. Et vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien de voir aussi d'autres couleurs, c'est pas les mêmes chaleurs, c'est pas les mêmes engagements, c'est pas les mêmes corps, et c'est ça qui était intéressant. Et de voir voilà, tous ces noms exposés, montrer que ces gens existent, qu'en fait le monde arabe a créé aussi l'art que moi j'aime, qui est l'art moderne. Et ça m'a fait beaucoup de bien, et pour ça j'ai trouvé l'expo vraiment très chouette. Et puis il y a aussi toute une... en fait, elle est divisée en plusieurs parties, mais il y a aussi toute une partie sur la lutte et des formes d'arts engagés, puisque mine de rien, les présences arabes à Paris n'ont pas été complètement déconnectées des questions de colonisation, évidemment. Donc il y a tout ce pan-là d'art plutôt engagé. Voilà, j'ai fait l'exposition Jean et Lion, la prose du monde, qui est l'autre expo qui avait temporaire donc, au MAM. En vrai, c'était cool, rien de transcendant. Mais c'était cool. Après, j'avais fait l'autre qui est assez costaud quand même, donc j'étais aussi plus fatiguée. Et j'ai bien aimé comment, voilà, ces corps, ces formes, il y a des effets un peu bulles, les volumes, les matières qu'il peint, la façon dont il donne de la matière au corps qu'il peint, j'ai trouvé ça assez intéressant. Mais voilà, c'est pas particulièrement transcendant. Ensuite, je suis allée donc, juste en face du MAM au Palais Galliera faire l'exposition. En fait, j'ai fait les deux expos, donc l'expo temporaire, danse, pas du tout, art et sport, pas du tout, mode et sport, en bas. En fait, j'avais déjà vu le premier accrochage. En fait, c'est une expo en 3 accrochages, je crois. J'avais déjà vu le premier accrochage que j'avais fait en visite guidée, donc, qui était hyper éclairante et intéressante comme visite. Et là, donc, je l'ai refaite parce que c'était le deuxième accrochage. En fait, ils ont rajouté tout un volet sur le bain, le vêtement de bain, que j'ai trouvé chouette, mais c'est la seule différence que j'ai vue. Le reste, je n'ai vu aucune différence avec le premier accrochage. Donc je suis passée un peu en vitesse dans toute la première partie de l'expo. Et ensuite, à la fin, il y a cet apport de l'habit de bain. Et là, c'était assez chouette. C'est tout un couloir sur l'évolution de l'habit de bain, etc. Donc ça, c'était assez cool. Et à l'étage, l'expo temporaire, c'est une expo sur Paolo Roversi, qui est un photographe de mode que je ne connaissais absolument pas, dont j'ai bien aimé le travail. Ça m'a plutôt plu comme pâte, même si je trouve ça dommage que dans l'expo, en fait, il faut en gros faire l'expo avec le livret ouvert pour dans chaque salle retrouver la petite image et savoir à quoi ça correspond, notamment en termes de créatrice de mode, parce que du coup, lui, il photographie, mais il photographie des vêtements, il photographie la mode, donc de fait des collections. Et je trouve ça dommage qu'en fait, dans l'expo, il y a juste les tableaux, il n'y a aucun écriteau, rien, et c'est chiant de devoir ouvrir, surtout que je me suis rendu compte au milieu de l'exposition qu'en fait c'était dans le livret qu'il y avait toutes ces infos. Donc je trouve ça un peu dommage. Et surtout, donc il y a tout un volet sur les photos de mode et il y a aussi tout un volet de nu. Et en fait, je sais pas ce que ça dit d'un photographe de ne photographier que des femmes nues. Mais je sais pas, moi ça me pose toujours question, pourquoi il y a que des corps de femmes nues? Je veux dire, le nu, il n'y a pas que des femmes, enfin bref. Ensuite, toujours à Paris, je suis allée au cinéma voir le deuxième acte de Quentin Dupieux, film d'ouverture du Festival de Cannes 2024. La honte. La honte. Vraiment la honte. J'ai trouvé ce film à vomir. En fait, il m'a mise en colère et en même temps, je me suis sentie humiliée par ce film. C'est-à-dire qu'en gros, à la Quentin Dupieux, c'est une mise en abîme d'une mise en abîme d'actrices en train de tourner un film. Donc en fait, on voit des actrices en train de tourner un film et sortir de leur rôle au fur et à mesure qu'ils tournent le film. Donc il y a des scènes de tournage, il y a des scènes hors tournage et nous on assiste à ça, c'est une espèce de double mise en abîme. On sait plus trop ce qui est de l'ordre
tournage qu'ils sont en train de faire de l'ordre de la fiction, de l'ordre de la réalité qui est la leur, mais de la réalité qui est la nôtre, qui la percevons, bref. Tout ça sur la forme, pourquoi pas, c'est un espèce de casse-tête de mise en abîme, comme le fait Quentin Dupieux, pourquoi pas. Mais en fait, moi, ce qui m'a chagriné, c'est que tout l'objet, c'est du coup ces actrices qui sortent de leur rôle, et qui, en fait, c'est un enchaînement de tirades problématiques sur tous les points de discrimination, sur tous les sujets qui animent le cinéma, français mais pas que. Donc t'as toute une tirade homophobe, t'as une tirade transphobe, t'as une tirade grossophobe, t'as une tirade sexiste, t'as une tirade qui dénonce MeToo, si on peut dire ça ainsi, et avec le personnage de Louis Garrel qui est garant de la bienséance en disant mais tu te rends pas compte, tu peux pas dire ça, on va se faire cancel, mais ça va pas ou quoi. En fait, j'ai trouvé que c'était une honte parce que sous couvert de regarder ce qu'on... En fait, on comprend pas ce que veut dire Quentin Dupieux. Pour moi, Quentin Dupieux, il dénonce pas les abus du milieu du cinéma. Au contraire, il déplore qu'on ne puisse plus rien dire. Et moi, ça m'a rendu malade. Et en fait, ce qui m'a le plus rendu malade, c'est que la salle était hilar. Et le fait que les gens rient quand ils disent oh, enfin, ça va, c'est bon, je t'ai pas violé sans le savoir quand même. Les gens sont hilar dans la salle. Et moi, je suis complètement malade. J'ai envie de disparaître au fond de mon siège. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça dit du cinéma et des spectateuristes de cinéma que les gens rient? En fait, c'est quand même dramatique ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est un film qui fait l'ouverture du Festival de Cannes, qui est genre la vitrine institutionnelle du cinéma français. Et ça m'a rendu vraiment malade parce que le film, il est problématique de bout en bout. Et les gens rient. Et en fait, peut-être que je l'aurais vécu différemment aussi s'il y avait eu personne dans la salle. Enfin, si en tout cas, il n'y avait pas eu autant de monde parce que la salle était vraiment remplie. Mais là, en fait, je me suis jamais sentie aussi mal dans une séance de cinéma. Et vraiment, c'était horrible. C'était horrible. Et je me dis, mais en fait, le Festival de Cannes, il se rit. Il se rit de toutes les luttes qui traversent le secteur du cinéma. Et je trouve ça quand même dramatique de se dire qu'en 2024, on nous crache au visage en nous disant, mais en fait, on n'en a rien à faire de ce que vous nous racontez. Regardez, nous, le film qu'on défend. Regardez, nous, le film qu'on met en ouverture du Festival de Cannes. On est en train de vous dire que, en fait, à cause de vous, on peut plus rien dire. On va tous être cancel. Qui est cancel, en fait? Quel violeur a vu sa carrière terminée à cause des accusations, des condamnations même dont ils font l'objet? Aucun. Et ça m'a rendu vraiment malade. Le lendemain, histoire de se remettre un peu de ses émotions, je suis allée au Louvre. Ça faisait une éternité que je n'étais pas allée au Louvre et je suis partie en pèlerinage sur les traces de tous les tableaux que j'aimais beaucoup quand j'étudiais l'histoire de l'art à la fac. La Renaissance italienne, ma passion dans la vie. Et j'étais avec une copine de la fac et on est reparti un peu sur les traces de tous les tableaux qui ont animé nos cours et nos vies à cette époque. Et c'était vraiment très chouette, ça faisait longtemps que j'étais pas allée au Louvre. Et ça m'a fait plaisir de retrouver tous ces tableaux. Ils ont réaccroché mon tableau préféré qui était plus là. Donc j'étais ravie et vraiment, voilà, toujours le même effet. Ces tableaux, toujours le même effet, toujours le même running gag. Enfin voilà, j'ai beaucoup ri, j'ai passé un très bon moment. Et ensuite, après avoir été dégoûtée du cinéma et m'être vraiment dit, en fait, ça y est, je suis sortie de la séance de Dupieux en me disant, c'est bon, j'annule mon abonnement, mon passe pâté, j'arrête. Je n'ai pas envie de continuer à voir des films dans ces conditions-là. Je suis quand même allée au cinéma vendredi soir pour aller voir Should I Compare You to a Summer's Day, dans le cadre du Décolonial Film Festival qui avait lieu à Paris à ce moment-là. C'est un film de Mohamed Chokri Hassan qui est un réalisateur égyptien. Moment de grâce, réconciliation avec le cinéma et tout allait mieux en sortant de cette séance. C'est un film vraiment très doux, très beau, dans lequel en fait le réalisateur raconte ses amours queer et ses polyamours queer, homosexuels en l'occurrence. Et c'est comme ça une succession de récits. En fait, les acteurs portent différents récits qui sont ceux du réalisateur. Donc en gros, c'est tout un méli-mélo de récits qui sont pas forcément clairs, où on comprend plus qui est qui, en fait on s'en fiche. C'est vraiment une exploration de différents amours, une confrontation de points de vue, etc. Et dans la forme, c'est un objet cinématographique comme je n'en ai jamais vu. En fait, c'est hyper référencé. Moi, je n'avais aucune référence, mais en termes de son, de musique et même de forme, en fait, de montage, c'est hyper référencé.
sur toute la musique et le monde audiovisuel arabe, égyptien mais pas que. Et en fait, la façon dont les choses sont montées, avec des inserts au milieu de l'image, avec des coupes parfois très vives, avec des fondus, des trucs et tout, en fait, tout ça, c'est référencé. Et en fait, ce qui a fait, et vu que moi je n'ai pas du tout ces références, j'ai vu vraiment un objet cinématographique comme jamais je n'en avais vu. Et en fait, c'est un film, et vraiment, ça m'a fait dire, mais ça me pose tellement de questions, notamment par rapport à la séance de la veille, juste ça me pose tellement de questions sur, sur le cinéma en France, en fait, parce que ce film, il n'est pas distribué en France. Là, moi, j'ai eu la chance de le voir parce que le Décolonial Film Festival l'a programmé. C'était au Saint-André des Arts, mais en fait, il n'est pas distribué en France, donc il a quasiment pas été vu en France. Et même ailleurs, en fait, il a été vu dans des festivals qui l'ont programmé. Et je me dis, mais c'est tellement dommage parce que ça, en fait, en termes de forme cinématographique, peu importe ce que ça raconte, en fait, c'est un objet cinématographique qui mérite d'être vu. Des gens qui voient des films et qui n'en voient pas parce que c'est un objet qui sort de l'ordinaire de ce qu'on voit au cinéma. Et par rapport derrière à ce que ça raconte, c'est des histoires d'amour, et l'amour au cinéma, c'est aussi un vrai sujet. Et derrière, si on, en fait, ça n'arrive qu'à la fin, cette histoire un peu politique engagée, entre guillemets, du fait que ça soit un homme euh, arabe queer et des récits d'amour, polyamour queer dans des pays où l'homosexualité n'est pas forcément autorisée, et en tout cas n'est pas autorisée. En fait, pour moi, ça arrive en dernier lieu, l'aspect un peu politique engagé du film, parce qu'en fait, c'est juste un film qui raconte des histoires d'amour et qui, pour ça, utilise une forme à mon endroit original. Et donc, je trouve ça trop dommage, en fait, que ce film ne soit pas distribué, parce que c'est pas ce qui intéresse, a priori, les distributeurs de cinéma français. Mais je trouve ça hyper dommage parce qu'à côté de ça, Quentin Dupieux fait l'ouverture du Festival de Cannes. Bref. Je suis allée à la Cinémathèque faire l'expo sur James Cameron. Dire d'abord que l'expo est hyper mal foutue en termes de sens de circulation. Mais je m'étais un peu fait la même réflexion de l'expo Varda à la Cinémathèque. Parce que forcément, c'est des expos qui rameutent beaucoup de monde. Donc il y avait énormément de monde dans les différents espaces. Et surtout la première partie, la circulation n'a aucun sens. Et du coup, on ne comprend pas où on va. Donc en fait, on fonce dans les gens, donc on ne voit rien. Bref, c'est hyper mal fichu. Sinon, sur ce qu'on nous montre, j'ai trouvé ça assez intéressant. En fait, moi, je connais pas tant que ça James Cameron. Et du coup, c'était assez intéressant de voir comment, en fait, les films qu'il réalise aujourd'hui, ça vient de dessins qu'il faisait quand il avait 10 piges, quoi. Je trouvais ça incroyable de voir comment tout son univers visuel, qui est devenu son univers et sa patte, sa signature artistique au cinéma, en fait, remonte à toujours pour lui, parce que depuis qu'il est enfant, il dessinait, et il dessinait beaucoup quand il était enfant, des personnages, des univers, et je trouve ça vraiment dingue d'avoir pu prendre la mesure d'un univers cinématographique qui est né dans littéralement l'enfance du réalisateur. Donc ça, j'ai trouvé ça assez éclairant et intéressant. Enfin, je sais pas, le mec, il fait des films par rapport à des trucs qu'il avait imaginé quand il avait 10 ans. Enfin, c'est quand même assez fou, je trouve. Et j'ai profité d'être à la Cinémathèque pour faire l'exposition temporaire, enfin genre non, permanente, genre le musée Méliès, que j'ai trouvé, c'est horrible à dire, mais assez insignifiant, je crois. Après, j'étais fatiguée de l'expo James Cameron, et c'est pour ça que j'aime pas enchaîner les expos. En fait, c'est beaucoup au sujet de Méliès, et je trouve ça dommage que la Cinémathèque, son musée, soit au sujet de Hambourg, et moins à l'endroit de l'histoire du cinéma. Alors oui, il y a de l'histoire du cinéma, mais déjà, moi, j'ai pas vu une seule fois le nom d'Alice Guy, donc je considère que ça n'est pas au sujet de l'histoire du cinéma, j'exagère, mais à peine. Ouais, je sais pas, de la Cinémathèque, j'attendais un truc plus pédagogique, ludique, sympa, à l'endroit de l'histoire du cinéma, comme la constitution du cinéma comme discipline artistique, d'abord technique, etc. Et j'ai été un peu déçue, mais après, je me suis pas arrêtée à chaque cartel et tout, donc peut-être que c'est ce que ça nous raconte, mais juste, j'ai pas été assez. C'était le jour de la nuit des musées, tout ça. Donc le soir, enfin en soirée, je suis allée au Palais de Tokyo. Pour la première fois, je n'y avais jamais mis les pieds. J'ai trouvé les espaces du Palais de Tokyo assez exceptionnels, ça mériterait. En fait, je pense que c'est un lieu qui mérite, sans faire la moindre expo, d'y passer une journée entière. Je suis juste rentrée dans l'exposition Signal de Mohamed Bourouissa. C'est de l'art contemporain, donc c'est toujours un peu abstrait pour moi, mais qui questionne la question des représentations du corps, des représentations des pensées, des identités par différents artistes ou collectifs d'artistes arabes.
aussi. Donc c'était un peu le thème du week-end. Mais c'était super. De retour de Paris, j'ai vu la Vénus d'argent d'Helena Klotz, que je voulais voir depuis des plombes, puisque c'est le premier film dans lequel joue Claire Pommet, Pomme ma vie entière, et qu'il n'était pas sorti en salle dans ma ville. Et là, il est arrivé sur la médiathèque numérique, donc j'ai enfin pu le voir. Bah franchement, j'ai été agréablement surprise, parce qu'encore une fois, c'est un film que je voulais voir sans grande conviction de ce qu'il me racontait, juste pour voir Pomme au cinéma. Et déjà, je la trouve plutôt bien, Pomme au cinéma. Je l'ai trouvée vraiment super. Dans son rôle, j'ai trouvé les personnages bien écrits, les rôles... Ouais, en fait, j'ai trouvé ça plutôt très bien fichu comme film. Contre toute attente, vraiment contre toute attente. J'ai adoré découvrir Pomme dans ce contexte différent que celui que je lui connais, à savoir la musique. Une bonne surprise ce film, que j'attendais depuis longtemps, donc c'est cool quand t'attends un truc depuis longtemps, en fait, que ça plaise. Donc ça c'est plutôt chouette. J'ai fini Les Invaincus de Nathalie Haynes, qui est une réécriture de la guerre de Troie au regard des femmes qui ont vécu la guerre et l'après-guerre de Troie, et de le rôle qu'elles ont joué, mais aussi les conséquences que ça a eu sur la vie de ces femmes. J'ai adoré. Moi, tout ce qui est univers de la guerre de Troie, c'est un peu... Enfin, j'adore. C'était cool parce que ça m'a permis de découvrir des personnages de femmes de la mythologie grecque que je ne connaissais pas, mais aussi de redécouvrir différemment des personnages que je connaissais déjà. Et c'est cool parce que j'ai l'impression de me constituer, d'amplifier un peu il y a la connaissance que tu as quand tu fais des cours à l'école, et après tu lis des trucs et après tu t'intéresses. Et je trouve que c'est cool d'avoir des regards multiples sur ces mêmes histoires et ces mêmes récits, parce que là du coup quand dans Les Invaincus j'entends parler de Achille et Patrocle, bah, j'ai en tête Madeline Miller, et quand elle nous parle de Circé aussi, Nathalie Haynes, bah, j'ai en tête aussi ce que j'avais de Circé, de ce que Madeline Miller m'en avait dit, mais aussi de ce que j'avais de ces personnages quand à l'école j'étudiais les textes classiques et tout, et du coup c'est assez chouette de pouvoir croiser tous ces regards et pouvoir un peu amplifier la connaissance entre guillemets que j'ai de cet univers qui me plaît beaucoup, qui est celui de la guerre de Troie. Je dis univers vraiment, pour moi c'est-à-dire que c'est une fiction. Enfin, l'histoire de la guerre de Troie, la mythologie grecque, pour moi c'est genre c'est Harry Potter le truc. Voilà, j'ai lu Le Prophète et le Jardin du Prophète de Khalil Gibran. J'avais beaucoup entendu parler de ce livre depuis longtemps. Je crois que c'est genre un grand classique de littérature, poésie, philosophie. Pour moi, c'est entre la religion, le développement personnel, la philosophie, la poésie. Ça m'a pas du tout plu, j'ai pas du tout accroché. C'est trop en fait, c'est trop spiritualité pour que je puisse me reconnaître dans ce que ça me raconte. Et en même temps, trop développement personnel, trop leçon de vie. Trop, tu lis une page et tu gardes cette leçon dans ton cœur pour vivre le restant de tes jours. J'ai un peu de mal avec ça. Moi, je suis pas du tout réceptive à ça, donc heureusement que ça se lit vite et que c'est assez court. Sinon, je pense que je l'aurais pas terminé. Et j'ai vu également quelques spectacles de danse et de cirque et de nouveaux cirques en espace public. J'ai notamment découvert la compagnie Barks de Bastien Doss. Et particulièrement Moon, cabinet de curiosité, qui sont des petits modules. En fait, Bastien Doss, il crée ses propres agrès de cirque, et du coup, il crée des partitions par rapport à des agrès. Enfin, en gros, il travaille le poids, la gravité dans tout son travail, dans la création de ses agrès. Donc j'ai vu 3 de ces agrès, c'est assez chouette, c'est très poétique, c'est des petites formes de 15 minutes qui fonctionnent très bien. C'est à la fois très poétique, très beau, très doux. Dans l'espace public, en fonction de l'espace dans lequel c'est implanté, ça raconte aussi quelque chose, c'est plutôt chouette. Et en même temps, c'est très technique, et je trouve ça fou de dire que le mec, il invente ses propres agrès en même temps qu'il crée, enfin, il crée ses agrès. Genre, lui, il met la technique au service de l'artistique, enfin, il travaille la technique au sens de technique en tant que circassienne, puisqu'il a aussi une circassienne avec lui, enfin, qui est danseuse d'ailleurs à la base. Et en même temps, à l'endroit de juste matériellement la technique de l'agrès, créer des agrès de cirque, je trouve ça quand même assez passionnant. Donc ça c'était cool. J'ai également vu Tarou de Saïd Moussine, qui est un circassien. En fait, Saïd, à la base, il fait du parcours, et là, il crée des spectacles à partir de sa technique de parcours. Il s'est formé au cirque également. Et ça, même chose, je trouve ça assez super de voir comment une discipline urbaine, littéralement, qui est celle du parcours,
de ça, il tire une création artistique et ça, je trouve ça plutôt passionnant. Donc Taroux, c'était très chouette à ce niveau-là. J'ai vu enfin, c'est un solo en cours de création de Johanna Malédon qui questionne ce qui fait identité. Johanna Malédon, j'ai déjà vu un peu de son travail, j'aime beaucoup son écriture de corps. Je trouve ça plutôt intelligent comme écriture. Et ça lui va très bien là dans le cas du solo. Enfin, je pense qu'elle est vraiment excellente à écrire pour elle-même. J'ai trouvé ça vraiment très très juste, très très bon et elle est super dans ce qu'elle porte parce que bah, c'est son corps qu'elle écrit. Donc c'était vraiment très chouette. Et j'ai traversé l'expérience Odyssée impressionniste de la compagnie Shift, Art in Movement, qui est une espèce d'installation à la fois plastique, sonore, chorégraphique, en déambulation, où en fait tu circules parmi les interprètes, tu fais un peu ce que tu veux, tu rentres, tu sors. Et eux, ils font une boucle pendant 45 minutes, je crois, 1h30, 2 fois 45 minutes. Une boucle où ils se rencontrent, ils se séparent, ils font du son, ils parlent, enfin voilà, il se passe plein de choses dans l'espace et c'est plutôt très chouette. C'est une espèce d'expérience sensorielle, multisensorielle qui est plutôt réussie aussi. Voilà, et j'ai vu, toujours en espace public, mais Où est passé mon ombre, qui est un spectacle jeune public, un duo de danse contemporaine jeune public, qui raconte l'histoire d'une petite fille qui a perdu son ombre. C'est cool et puis c'est vraiment tout doux, tout poétique avec une petite voix off qui nous raconte cette histoire, un petit peu de musique et tout, c'est vraiment très chouette. Donc voilà pour ce mois de mai qui, comme je le craignais, est très long parce qu'il s'y est passé beaucoup de choses, de chouettes choses, pas que, un cauchemar de cinéma aussi, mais voilà pour le mois de mai 2024.